Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce n'est pas le moment de flancher. Rien de tel qu'un sommet dans les Alpes bavaroises pour souder l'alliance contre la Russie. La guerre en Ukraine s'invite une fois de plus au menu des dirigeants du G7. Première décision, l'élargissement des sanctions avec un embargo sur l'importation d'or russe. Premier signal de soutien qui a son importance. C'est bien l'unité du G7 qui se joue en Bavière. Arthur Delaborde. Il faut faire bloc contre Vladimir Poutine, message martelé par les dirigeants du G7 à l'image de Joe Biden, ici lors d'un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Nous devons rester ensemble, parce que Poutine espère depuis le début que d'une manière ou d'une autre, l'OTAN et le G7 se divisent. Mais ce n'est pas le cas et cela n'arrivera pas. Nous ne pouvons pas laisser cette agression prendre la tournure qu'elle a prise. Le président américain qui appelle les Occidentaux à accentuer la pression sur la Russie, une ligne différente de celle des Français, Allemands et Italiens, plus mesurée. Emmanuel Macron veut éviter l'escalade et considère que les Européens sont déjà ceux qui ont pris le plus haut niveau de sanctions contre Moscou. Un consensus semble cependant se dessiner autour d'un embargo sur les importations d'or russe. Le président français y est favorable, mais veut d'abord obtenir l'aval des 27 dans l'immédiat. Emmanuel Macron dit vouloir intensifier l'aide et le soutien à l'Ukraine. Le président Zelensky doit lui prendre la parole aujourd'hui par visioconférence, notamment pour réclamer à nouveau l'envoi d'armes lourdes. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et le marathon diplomatique se poursuivra demain avec la réunion de l'OTAN à Madrid. L'actualité de ce lundi, c'est aussi ce mouvement de grève des routiers. Une seule journée d'action prévue pour l'instant, mais elle pourrait en appeler d'autres. Mouvement national pour obtenir des hausses de salaire. Les syndicats promettent une large mobilisation au programme. Blocage des usines et des zones industrielles. Peu de répercussions pour l'instant sur le trafic routier, mais des ralentissements ponctuels sont possibles. Le pouvoir d'achat, préoccupation majeure des Français. L'envol des prix des carburants pèse déjà sur leur budget et les vacances à venir ne vont rien arranger. Les prix à la pompe ont augmenté de 50% en moyenne sur un an. On se situe au-delà des 2 € le litre, que ce soit pour le sans-plomb ou le diesel. De quoi plomber le budget des futurs vacanciers contraints d'arbitrer leurs dépenses. Il y a ceux qui renoncent à partir et ceux qui prévoient de se serrer la ceinture une fois sur leur lieu de vacances. C'est ce qu'a constaté Élise Dangean dans une station-service de la région parisienne. Reportage. Pour tenter de maîtriser le budget vacances, déjà bien alourdi par la facture de carburant, chacun tente de trouver la parade. Les loisirs, on en fera moins. Là, on a dû réduire le prix pour l'hôtel. Du coup, on n'a pas pris un hôtel vraiment super. Et c'est globalement sur les petits plaisirs que les Français vont rogner, comme Muriel qui va partir quelques jours en Normandie. Sans se plaindre, il est évident qu'on doit faire des choix. Donc on va partir en voiture, on va essayer de passer les vacances le meilleur possible, mais on fera un restaurant en moins, on a une retraite qui n'est pas extensible malheureusement. Mais certains n'ont pas l'intention de se priver. Une fois sur place, il a donc fallu faire des choix. Et pour Jocelyne, auxiliaire de vie, ce seront des vacances plus courtes cette année, 2 semaines au lieu de 3 habituellement. Si c'est pour partir et rester sur place dans un lieu, c'est pas intéressant. On préfère partir moins longtemps et se dire voilà, on va profiter un petit peu. Et puis nombreux sont ceux qui prévoient de rouler moins vite cet été pour réduire leur consommation de carburant, quitte à éviter les autoroutes pour au passage économiser sur les péages. Un reportage d'Élise Dangean du service économie d'Europe 1. À la page justice, la dernière ligne droite au procès des attentats du 13 novembre. Le verdict est attendu mercredi. Un procès inédit par son ampleur et sa durée. 10 mois d'audience, 14 accusés, 11 seulement présents dans le box de la cour d'assises spéciale de Paris. Ils vont prendre la parole une dernière fois aujourd'hui, Gladys Lafitte. Ah oui, c'est la procédure. La parole est toujours aux accusés en dernier. Des mots que les juges auront en tête avant de partir délibérer, a priori pendant au moins 2 jours. Les 11 hommes présents dans le box pourront s'adresser aux parties civiles ou s'exprimer sur les charges qui pèsent contre eux. Un moment court qui vient compléter les 4 vagues d'interrogatoires qui ont eu lieu entre janvier et avril. Seuls instants où ils ont pu s'expliquer. Des journées d'audience toujours attendues par les victimes. Georges Saline a perdu sa fille au Bataclan. Derrière ces actes, il y a des personnes qui peuvent s'être profondément fourvoyées, mais qui restent des hommes et qui ont montré des réactions humaines. C'est parfois aussi de la peur, de la lâcheté, de l'évitement, de la dissimulation. Mais il n'y a pas eu que ça. On a vu vaciller des certitudes et on a vu des évolutions. Je crois que ce procès nous a tous marqués en fait. Des liens se sont même tissés entre certaines parties civiles et accusées, notamment avec les 3 hommes qui comparaissent libres. Ils sont allés au Bataclan accompagnés de plusieurs victimes. Alors quel que soit le verdict, elles sont nombreuses à avoir vécu 10 mois d'une intensité incomparable qui pourrait laisser la place à un désœuvrement ou même à un manque, craignent certains acteurs de ce procès. Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1. Aux États-Unis maintenant, la révocation par la Cour suprême du droit à l'avortement au niveau fédéral relance la spéculation sur d'autres
droits acquis, notamment ceux des homosexuels. Et ce sont les propos du juge de la Cour suprême qui ont donné l'alerte. Clarence Thomas laisse entendre que d'autres droits pourraient être remis en cause, à commencer par le droit des homosexuels, notamment le mariage pour tous. Avertissement très commenté par la communauté LGBT réunie hier à New York à l'occasion du défilé de la Gay Pride. Reportage de notre correspondant aux États-Unis, Alexis Guilleux. De la fierté, mais aussi beaucoup de colère et d'inquiétude dans les rangs des manifestants. Nick et Reggie sont mariés depuis 5 ans. Ce dernier admet que la Pride est un peu différente cette année. On perd lentement tous ces progrès pour lesquels on s'est battu. C'est toujours important de venir ici, mais encore plus cette année, parce que nous sommes assiégés, nous sommes attaqués. La cible des critiques, c'est le juge Clarence Thomas, symbole de l'ultra-conservatisme de la Cour suprême américaine. Il se verrait bien revenir sur le droit à la contraception et sur le mariage pour tous. Sous ses cils peints aux couleurs de l'arc-en-ciel, le regard d'Abigail est noir. Elle s'adresse directement au magistrat. Vous êtes-vous penché sur la légalité de vos propos? Prenez-vous seulement en compte votre religion? J'aimerais simplement lui demander d'où vient sa logique et j'essaierai de savoir s'il a un argument valable. Je parie qu'il n'en a pas. Alors pour le moment, aucun autre juge ne partage la position de Clarence Thomas, mais comme Jérémy l'explique, pour les personnes queer, le combat est permanent. Sur mon panneau, c'est écrit: la Pride a commencé comme une manifestation, la Pride est et sera toujours une manifestation. L'existence des personnes queer est une manifestation, c'est triste mais c'est vrai. Tous le reconnaissent, la défense de leurs droits passe par d'autres manifestations et par le vote, à commencer par les élections de mi-mandat en novembre prochain. New York, Alexis Guilleux, Europe 1. Et la marche des fiertés homosexuelles, les autorités turques ne veulent pas en entendre parler. Plus de 200 personnes interpellées hier à Istanbul, des militants et même des journalistes, dont un photographe de l'AFP qui couvrait l'événement. Allez, à la page des sports maintenant, le sacre de Florian Sénéchal, nouveau champion de France de cyclisme. Il s'offre le droit d'enfiler le maillot bleu-blanc-rouge pendant 1 an. Il pourrait le porter sur les routes du Tour de France. Départ vendredi de Copenhague au Danemark. Le coureur de la Quick-Step attend toujours de savoir s'il sera sélectionné. Lui, il sera en revanche. À 35 ans, c'est même un vétéran. Pierre Roland a hâte que ça commence. Il y a de l'excitation, il y a de l'appréhension, il y a de la crainte. C'est un mélange de plein de sentiments, de plein de sensations. Ouais, bon, aller à Copenhague, c'est pas très excitant, pour être honnête, mais voilà, le déplacement, il faut bien le gérer parce que c'est aussi, on va être dans les transports publics, j'ai envie de dire, donc voilà, les aéroports, tout ça, et on connaît la période actuelle, donc il va falloir redoubler de vigilance. Très honnêtement, moi, j'ai surtout hâte qu'on soit en France et qu'on soit à Lille et que le Tour de France commence vraiment, quoi. Pierre Roland, coureur de la formation BNB Hotel KTM, au micro d'Axel May. Et le Tour sera évidemment à vivre sur Europe 1, vous l'imaginez bien. Merci à vous, Christophe Lamar. On vous retrouve tout à l'heure à 8h30.